Le prochain texte va nous présenter un bref aperçu des conceptions économiques de Clémenceau qui feront tout de suite clairement comprendre pourquoi il a été classé à l'extrême gauche. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a lu Marx, c'est quelqu'un qui connaît vraiment les rouages du capital, il est aussi informé par ses collègues, Jules Guette et autres. Cependant, il faut dire qu'il n'a jamais été communiste, il n'est pas pour la collectivisation, et il tient quand même à préserver l'esprit d'individuel et voilà, comme le dit Sylvie Brogniart dans sa présentation, l'homme n'est pas fait que pour le travail, il a aussi son petit jardin à lui à cultiver. Donc Clémenceau n'est pas socialiste, il n'est pas communiste. À l'époque, on peut quand même le classer à l'extrême gauche. Le texte est assez explicite de ce point de vue-là. Alors, c'est un petit texte parce que je l'ai raccourci malheureusement, mais il nous laisse bien comprendre déjà pourquoi, par exemple, Clémenceau sera l'un des promoteurs de l'impôt sur le revenu. Voilà, donc de ce point de vue-là, c'est assez intéressant. Et je tiens à préciser qu'il est question de Jay Gould dans le texte. Donc Jay Gould, l'article est écrit en 94. Jay Gould va devenir en 1895 le beau-père de Bonnie de Castellane, qui va épouser sa fille Anna Gould. Et l'on voit déjà qu'en 1894, la réputation de Jay Gould n'est plus à faire. Midas. Un journal californien, l'Examiner, a eu dernièrement l'idée de poser à quelques-uns de ces milliardaires américains une série de questions sur la manière de faire fortune en Californie. Vous pensez si la consultation fut copieuse? Chacun de recommander le travail, l'économie, la sobriété et toutes les vertus domestiques, sans oublier de citer son propre exemple à l'appui. L'histoire est invariable. Je n'avais rien, je travaillais, j'économisais quelques milliers de dollars, etc., etc. C'est tout justement là qu'apparaît le tour de main. Économiser quelques milliers de dollars quand on gagne 2 à 3 francs par jour et qu'on a seulement 4 enfants à nourrir. Monsieur Léoncet, qui va prêchant cette doctrine avec tout l'Institut, est remarquablement discret sur la manière de s'en servir. C'est dommage, car il n'aura pas plutôt trouvé ce secret qu'il aura résolu la question sociale. Je suggérerais de commencer par une meilleure répartition de l'impôt. Rien ne facilite mieux le pouvoir d'économie du pauvre que de lui laisser en poche les sommes énormes que le fisc prélève sur son budget, tout en ménageant étrangement celui du millionnaire. Mais quand on lui parle des taxes de consommation, M. Léoncet se borne à hausser les épaules, et si on lui touche un mot de l'impôt sur le revenu, il tombe en pâmoison. Je le laisse pour un temps dans cet état de plaisante inconscience, et je me demande de quel droit nos ultramillionnaires s'acharnent à donner de fastueux conseils aux pauvres dont le moindre grain de mil ferait bien mieux l'affaire. Cela est d'autant plus choquant qu'à mon estime, personne n'a plus besoin de conseils que le malheureux encombré d'inutiles richesses. Or, nul mieux que le pauvre n'est en état de les lui donner. L'économiste vous dira, quand vous voudrez, que la richesse, c'est du travail accumulé. À ce compte, Jay Gould, avec ses 2 milliards, est assurément le plus prestigieux travailleur qui ait vécu. On ne comprend même pas comment il a pu, par son travail, produire une telle somme quand un simple mineur, piochant toute la journée sous terre, dépasse bien rarement un gain de 120 francs par mois. Ici, Jules Guest m'arrête et me fait observer que les 120 francs du mineur, c'est le produit de son travail accumulé, tandis que les 2 milliards de l'Américain, c'est le produit du travail accumulé des autres. C'est ma foi vrai, et voilà qui explique la différence. Comment un homme peut-il accumuler dans de telles proportions le travail des autres, et comment peut-on soutenir que c'est justice? Autant de questions qui sont aujourd'hui posées
et dont la solution amènera tôt ou tard un ordre social auprès duquel le nôtre paraîtra de la barbarie. Je n'entre point présentement dans la discussion de ces choses. Je prends le milliardaire et le mineur tels qu'ils sont, et comme je suis lasse d'entendre Midas donner des conseils aux tristes porteurs de besace, je pense qu'il est temps pour ces derniers de prendre leur revanche. Tout ce que l'infortuné Midas se chargeait en or, au moins se baigna-t-il dans le pactole pour se débarrasser de ce funeste avantage. Secret perdu pour ses fils, qui laissent follement aux socialistes la gloire de le retrouver. Alors, le texte qui suit constitue une suite logique à celui qui précède, donc il parle de lui-même, il n'a pas vraiment besoin de présentation. Je l'ai choisi pour la capacité de description de Clémenceau et sa facilité à évoquer les affres des personnages qu'il campe. Donc c'est un texte qui va nous permettre de voyager dans le Paris bourdonnant d'activités de la fin de siècle et d'évoquer un petit métier que l'on ne regretterait pas, dont on ne regrettera pas qu'il ait déjà disparu. L'armée de réserve. Quand vous rencontrez par la ville la voiture à galerie ou le petit omnibus de nos gares, pesamment chargé de ces malles démesurées qui font le tour du monde, regardez à 20 pas en arrière. Sur le trottoir ou sur la voie, à travers l'encombrement des piétons ou des voitures, des hommes suivent péniblement, au pas gymnastique, trop aisément distancés par les petits chevaux des Landes ou les percherons. Misérablement vêtus, sanglés d'une mauvaise ceinture, ils vont, les coudes au corps, la tête rejetée en arrière, la bouche ouverte, les yeux hagards, hypnotisés par le lourd véhicule qui semble avoir des ailes, les entraînant d'une course désespérée de la gare de Lyon ou d'Orléans à l'Arc de Triomphe, dans la boue, dans la pluie, dans le vent, ou pis encore, sous le feu d'un soleil brûlant. Entre le cheval et l'homme, c'est une gageure. Chaque coup de fouet qui sangle la bête, l'homme le reçoit aussi, car il faut hâter d'autant l'allure. Sinon, au détour d'une rue, un passant heurté, la douleur subite d'un violent effort, et le coche a disparu, et l'espoir incertain d'un misérable salaire s'est envolé. Enfin, l'homme a vaincu, haletant, suant, soufflant, poussiéreux ou crotté, il est là, tout fourbu, offrant ses services aux voyageurs pour monter les bagages. Un signe de tête, et sur cette échine harassée, les lourdes malles vont péniblement se hisser d'étage en étage. Mais on est à l'hôtel. Les porteurs sont à leur poste, ou devant la porte du domicile, le concierge ou le domestique accomplira son office. On n'a que faire du coureur. Rebuté d'un geste, le malheureux regarde stupidement disparaître le pesant fardeau convoité. En vain, cette course est perdue, cet effort désespéré d'une énergie vitale aux abois. Point de salaire, pas même d'aumône, car l'agent immobile à quelques pas veille sur l'ordre établi qui veut que les misérables crèvent de faim suivant des règles déterminées. Il faut le ventre vide, la carcasse tremblante, refaire le douloureux chemin, traverser Paris, retourner aux gares extrêmes pour tenter de nouveau la nouvelle aventure, avec le même résultat peut-être. Effroyable métier, dira-t-on. Ce n'est pas un métier. C'est, comme a dit Karl Marx, l'armée de réserve du travail. Les faibles, les inhabiles, tout ce qui est moindre, tout ce qui n'a pas de chance. Subitement embauchés, aussitôt que les commandes affluent, expulsés du jour au lendemain, dès que se ralentit le travail de l'usine, rôdant autour de l'atelier, enviant le dur labeur d'autrui, changeant incessamment de métier sans que rien les rebute. Ils s'obstinent à garder juste assez de vie pour répondre au premier appel de l'embaucheur. Le hasard, l'aubaine d'une malle à décharger, la charité officielle ou privée, l'hôpital, la prison, les aident à ne pas mourir tout à fait.
jusqu'à ce qu'un chaos final les achève. N'est-ce pas dans une de ces expéditions que Jean Four, l'autre jour, tomba sur le pavé, courant après un fiacre chargé de bagages? Un maire compatissant lui donna 10 francs. Un juge de la République l'aida de 8 jours de prison, dont le président ne lui fit pas grâce. Ainsi réconforté, Jean Four a prospéré sans doute. La République veille sur lui. C'est ainsi que ces travailleurs, remplissant de leur bruit l'atelier qui les dévore, brûlant leur vie, précipitant leur course vers une vieillesse hâtive et misérable, sont encore un objet d'envie pour ceux à qui le sort refuse de vivre et de mourir de cette dépense d'eux-mêmes. Ils sont trop. L'atelier ne peut les tuer tous à la fois. Chacun doit attendre son tour. On n'a pas besoin d'eux aujourd'hui. Ils ne peuvent pas vivre normalement d'un salaire. On aura peut-être besoin d'eux demain. Il ne faut pas qu'ils meurent tout à fait. La troupe dépenaillée, maladive, pour qui l'usine s'en trouve d'une façon intermittente, à des intervalles déterminés par l'imprévu, la lamentable armée de réserve du travail, ne fera-t-on rien pour elle? La charité, la prison même, ne peuvent suffire à tout.